Alors, on va passer la parole une deuxième fois à Madame le professeur Bouayyad pour nous parler des uvéites. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, dans la suite des maladies inflammatoires, on va parler de l'inflammation de l'œil. Et là, contrairement aux arthrites et aux fièvres récurrentes, c'est beaucoup moins fréquent et beaucoup moins attractif. Donc, j'ai essayé de le rendre le plus attractif possible. Donc, les uvéites, c'est un motif de consultation que je dirais extrêmement rare en consultation de pédiatrie, aussi bien en secteur libéral qu'en secteur hospitalier. Mais pour nous, dans un service de rhumatologie de médecine interne pédiatrique, c'est notre quotidien. Donc, c'est des choses qu'on voit tout à fait tous les jours. Alors, la particularité, c'est que quand vous avez une uvéite, déjà, qu'est-ce que je vais faire, quelle étiologie, comment je vais devoir agir. Donc, c'est toutes ces questions qui vont vous venir tout de suite à l'esprit. Il faut savoir que les étiologies sont très nombreuses, c'est un panorama vraiment très étendu. Vous avez les étiologies infectieuses, vous avez les étiologies inflammatoires, et là, en particulier l'arthrite juvénile idiopathique dans sa forme oligo-articulaire. Et puis vous avez toute une grande rubrique de uvéites qui restent idiopathiques. Mais ce n'est pas très grave parce qu'on sait les traiter, c'est ça qui est important. Alors la problématique des uvéites chez l'enfant, c'est qu'elles sont récurrentes et qu'elles évoluent vers la chronicité. Et du coup, elles vont impacter la vision et donc agir sur le pronostic visuel. Il faut savoir que jusqu'à un tiers des uvéites vont pouvoir être pourvoyeuses de malvoyance. Et ça, c'est vraiment dramatique. Donc, si on peut agir avant, c'est très bien. Dans quelles circonstances on découvre l'uvéite? Alors, il y a deux grandes situations. La première situation, vous avez un patient qui est suivi pour une maladie. Vous savez qu'elle est pourvoyeuse d'uvéite, comme le B7 ou l'arthrite juvénile ou encore la sarcoïdose. Et là, donc, vous êtes plus ou moins, on va dire, vigilant et vous recherchez régulièrement les symptômes qui vont vous orienter. Alors, vous avez la situation de l'arthrite juvénile où c'est une forme particulière parce que c'est une forme qui est asymptomatique. Et puis, vous avez les autres situations. Et dans les autres situations, vous allez donc rechercher les symptômes qui vont pouvoir vous évoquer une uvéite, à savoir un œil rouge, une douleur oculaire, une photophobie, ça c'est surtout l'apanage des uvéites antérieures, ou alors une baisse brutale d'acuité visuelle, ou encore un strabisme qui s'est installé de manière récente. Vous avez d'autres choses que l'enfant a du mal à exprimer, c'est pourquoi le diagnostic est souvent tardif, c'est ces sensations de mouche volante ou de lignes un petit peu déformées. Et puis vous avez la seconde situation, et cette seconde situation, c'est la situation où vous travaillez avec des ophtalmos, ils savent que vous êtes un service référent et ils vous envoient le malade qui a une uvéite pour un diagnostic étiologique et probablement une prise en charge thérapeutique. Donc la première chose, c'est de savoir lire un examen ophtalmo, sinon vous n'y arrivez pas. Donc avant de lire l'examen ophtalmo, je pense que c'est important de faire un petit rappel très rapide de l'anatomie de l'œil. Donc sur votre gauche, vous avez un globe oculaire. Vous avez la partie qu'on appelle antérieure, qui va concerner la cornée et la chambre antérieure, donc l'humeur aqueuse, et qui va être délimitée par le cristallin et les corps ciliaires, qui font partie également de la partie antérieure. Vous avez la partie intermédiaire, et là c'est ce qu'on appelle le vitré, donc cristallin est juste derrière le vitré, puis vous avez la partie postérieure, c'est toute la partie postérieure qui touche la rétine, et il y a deux endroits particuliers qui sont à connaître, c'est la papille et la macule. La papille, comme vous le voyez, donc c'est la zone qui va faire passer le nerf optique ainsi que les vaisseaux rétiniens. Et puis la macula, c'est cette toute petite partie qui est juste en face de la pupille et qui a en son centre la fovea, qui est l'endroit où il y a le plus de photorécepteurs. Donc si vous avez un problème au niveau de la macula, sachez que vous ne pouvez pas lire, vous ne pouvez pas écrire. Donc nous, quand on lit dans un compte-rendu œdème maculaire, on est très inquiet. Et puis tout en périphérie, donc la choroïde, qui est la continuité de la partie postérieure de l'œil. Donc il y a une classification qu'il faut connaître, c'est celle de droite, donc uvéite antérieure, intermédiaire, postérieure, et puis quand les trois segments sont atteints, on parlera de panuvéite. Donc je vais vous projeter un modèle d'examen ophtalmo, c'est comme ça qu'on travaille avec nos ophtalmos à CASA. Donc il faut connaître l'aspect normal pour identifier l'aspect pathologique. Vous pouvez aussi vous contenter de lire les conclusions, et en général, si vous avez un ophtalmo qui vous aide, il vous donnera les bonnes conclusions. Maintenant, c'est bien aussi d'apprendre à lire l'examen ophtalmologique, donc connaître certaines choses. Bon, l'acuité visuelle, c'est 10 sur 10, bien évidemment. Quand on vous met PL, MFD, CLD, c'est perception lumineuse, mouvement des doigts et compte les doigts. Le tonus oculaire, donc il faut connaître la normale pour savoir qu'on est dans l'hypertonie oculaire, donc au-delà de 20.
Et puis, le Tyndall, comme l'a déjà expliqué Bouchra, mon ami, c'est la présence des cellules inflammatoires dans les milieux liquides, donc soit en antérieur au niveau de l'humeur aqueuse, soit en postérieur au niveau du vitré. Et là, c'est évalué selon une croix, 2 croix et 3 croix, donc selon la gravité de l'inflammation. Ensuite, vous allez au niveau du pôle postérieur et donc vous regardez votre examen au niveau de la papille et de la macula. Vous voyez si vous avez de l'œdème maculaire, si vous avez de l'œdème papillaire, et puis également si vous avez de la vascularite associée. Et finalement, vous avez une conclusion de vos ophtalmos qui vont vous guider pour votre prise en charge thérapeutique et aussi diagnostique. Alors, la gravité de ces uvéites, c'est leurs complications, bien évidemment. C'est l'hypertonie oculaire. Vous savez que si vous avez de l'hypertonie oculaire, eh bien, ça va se répercuter sur le nerf optique, va donner de l'atrophie optique, et c'est irréversible. L'hypertonie oculaire, elle est liée aussi bien à l'inflammation qu'aux corticoïdes que vous donnez, locaux et aussi par voie générale. Vous avez la cataracte au niveau du cristallin qui également est liée aussi bien au phénomène inflammatoire, mais aussi au traitement corticoïde. Et puis vous avez ce que j'ai dit tout à l'heure, et c'est ce qui est très inquiétant, c'est l'œdème maculaire. Et chez l'enfant, il y a une spécificité, c'est l'amblyopie. Alors chaque fois qu'un enfant a une uvéite avant l'âge de 7 ans, vous savez que ce qui se passe, c'est que l'apprentissage, donc l'éducation des nerfs pour la vision se fait donc, lors des 5 premières années de vie. Si vous avez une uvéite, ça entrave bien sûr cet apprentissage et ça entraîne des amblyopies qu'il est très difficile de corriger. Et la cécité dans un tiers des cas. Le cas clinique numéro 1, je vais aller un peu rapidement. Alors ça, c'est un grand garçon qui a été adressé chez nous en 2015, NS, par les ophtalmos, à l'âge de 14 ans et 3 mois. Et donc, il a été adressé avec cet examen clinique, je ne vais pas rentrer dans les détails, juste que dire, il avait une panuvéite bilatérale. Et quand vous avez une atteinte bilatérale, il faut prioriser les diagnostics des maladies de système au diagnostic de l'infection. Donc, on a fait un bilan exhaustif, parce qu'au service, on a l'habitude de faire un bilan exhaustif. Et sur ce bilan exhaustif, la seule chose qu'on ait retrouvée, c'est une IDR positive à 12 mm et un quantiféron positif. Et donc, à cette étape-là, on a retenu le diagnostic de panuvéite bilatérale tuberculeuse, et c'était en mai 2015. Donc, en parallèle au traitement anti-inflammatoire, donc les bolus de méthylpred, la corticothérapie par voie orale, on a initié un traitement antibacillaire avec des injections sous-conjonctivales que les ophtalmos avaient préconisé. En mai donc, on obtient une rémission de sa poussée d'uvéite. En mai 2016, il nous refait une seconde poussée. Et là, on remet encore des bolus de méthylpred et des corticoïdes. En avril 2018, il nous refait une troisième poussée. Et là, on se dit, bon, il faudra peut-être mettre une immunosuppression un peu plus agressive. Il y a quelque chose qui se passe. On a rajouté de l'azatioprine et on a commencé à remettre en question le diagnostic de tuberculose qui avait été théoriquement traité. Et en fait, pour confirmer de manière formelle une tuberculose ophtalmologique ou oculaire, il faudrait faire des PCR au niveau de l'humeur aqueuse. Ce qu'on a essayé de faire. Nos ophtalmos savent prélever, mais c'est les labos qui ne savent pas traiter les PCR sur des toutes petites quantités comme ça de liquide. Donc en avril 2018, l'évolution est marquée par l'installation de rectorragie de douleur abdominale. Cet enfant habitait à Agadir, il a été voir un gastro à Agadir. Et donc le gastro nous le renvoie avec le diagnostic de rectocolite hémorragique. Et il le met sous pentasa et il garde l'azatioprine. Donc finalement, cet enfant, le diagnostic a pu être confirmé après 3 ans. C'était une uvéite précédant une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. En mai 2019, c'est la dernière fois où on le voit. Il est en rémission aussi bien oculaire que digestive, avec un bilan inflammatoire tout à fait normal, et on l'a adressé aux internistes adultes pour le suivi. Donc, les étiologies selon la classification anatomique, ce n'est pas toujours simple. Il faut savoir que quand même 30 à 60% des uvéites restent d'étiologie indéterminée. Et l'uvéite antérieure est largement la plus fréquente des uvéites, puisqu'elle représente à peu près 60% de l'ensemble des uvéites pédiatriques. C'est toujours l'étiologie idiopathique qui est la plus fréquente, suivie de l'arthrite juvénile idiopathique dans sa forme oligo-articulaire à anticorps antinucléaires positifs. Les uvéites HLA-B27 également donnent une atteinte antérieure. Le B7 touche tous les segments. L'herpès virus simplex aussi, tous les segments. Et le tinus syndrome, rapidement. Alors, on a appris plein de choses avec les ophtalmos. Le tinus syndrome fait une fonction rénale urécréate, c'est ce qu'on appelle tubulo-interstitial nephritis and uveitis. Donc, ça associe une néphrite tubulo-interstitielle à une uvéite.
Donc la fonction rénale étant altérée, vous faites une bandelette, vous avez une protéinurie, vous biopsiez, vous avez de la tubulopathie, de la néphrite tubulo-interstitielle, ça marche très bien sous corticoïdes. Dans les uvéites intermédiaires, on va retenir essentiellement la sarcoïdose, qui peut toucher tous les segments, mais qui peut se manifester uniquement par une uvéite intermédiaire. Et puis vous avez la sclérose en plaques et également le Lyme. Ensuite, vous avez dans les uvéites postérieures, surtout quand elles sont localisées et unilatérales, pensez à la toxoplasmose. Si vous avez en particulier donc, un granulome, un nodule au niveau de la choroïde avec des âges différents, en fait, des lésions anciennes et des lésions actives. Et puis vous avez ce qu'on appelle les panuvéites, et là vous avez deux diagnostics qui sont ophtalmologiques, c'est le Vogt-Koyanagi-Harada que nous avons découvert, mais qui est une maladie finalement auto-immune, puisqu'elle touche les mélanocytes par production d'anticorps anti-mélanine, et qui va se manifester par de la panuvéite, par de la méningite chronique aseptique, et par une atteinte cutanée de type vitiligo ou décoloration des cheveux et des sourcils. Et puis vous avez l'ophtalmie sympathique, et cette maladie-là, elle survient suite à un traumatisme de l'œil, et ce qui se passe, en fait on l'appelle sympathique parce que c'est l'œil controlatéral qui va avoir l'uvéite et qui va sympathiser avec l'œil qui a été traumatisé, du fait tout simplement d'un processus immunologique qui a été initié par une agression de l'œil, et donc qui va entraîner une réaction immunologique. Tout ça après avoir écarté ce qu'on appelle les masquerades syndromes, et donc il faut vraiment avoir confiance en votre ophtalmo, qui va écarter le rétinoblastome et les métastases de leucémie au niveau du globe oculaire. Donc finalement, qu'est-ce qu'on doit faire? Un bilan minimal ou un bilan exhaustif? Et je ne sais pas vous répondre. Mais ce que je vous dirais quand même, c'est qu'il y a des choses à faire. D'abord, écarter certaines maladies infectieuses qui, si vous mettez le malade sous corticoïdes, pourrait donc être dangereuse. C'est-à-dire, l'herpès virus simplex, par exemple, vous faites une sérologie, parce que si vous mettez des corticoïdes sans mettre l'aciclovir, ben vous risquez des ulcérations sévères de cornée. La tuberculose, la même chose. Et puis ensuite, vous avez le temps de penser aux maladies inflammatoires que nous avons citées. Donc, quelques règles à connaître. Quand j'ai une uvéite granulomateuse, je sais que ce n'est pas un B7, je sais que ce n'est pas une uvéite associée à la HLA-B27. Ce n'est pas la peine de donner des examens chers à votre patient. Quand j'ai une uvéite postérieure, je l'ai déjà dit, donc là on va zapper. Et puis, quand vous avez une uvéite postérieure avec un granulome entre la rétine et la papille, entre la macule et la papille, c'est en général de la toxocarose. Et puis, à une panuvéite sévère avec un décollement rétinien séreux évoqué, donc le VKH. Deuxième cas clinique, c'est la petite Fatem Zahra, 3 ans, qui est admise pour une arthrite juvénile oligo-articulaire. Et donc, on la met sous ibuprofène, elle a une seule arthrite, c'était une monoarthrite, mais bon, on a pu aller vers l'arthrite juvénile pour la simple raison qu'elle avait tous les critères, le dérouillage matinal, bref. Donc, on la revoit 4 à 6 semaines plus tard pour voir si on était efficace sous ibuprofène, et on demande un examen ophtalmo en parallèle qui était normal. Elle a une arthrite persistante, on infiltre le genou, et puis on la revoit en juillet. Et là, en juillet, elle développe une autre arthrite, mais par contre, le genou est sec. Et donc, on met son méthotrexate parce qu'on se dit, là, on a démarré un processus d'extension de l'atteinte articulaire. Et on la perd de vue entre juillet 2018 et février 2021, et on imagine qu'elle était en rémission articulaire, et c'est pour ça que les patients arrêtent de venir. Et là, elle revient avec 2 arthrites, et elle revient avec une baisse de l'acuité visuelle et un œil rouge. Et donc, on l'envoie chez l'ophtalmo, et donc l'examen ophtalmo rapporte une baisse de l'acuité visuelle à 5 sur 10 au niveau de l'œil gauche, l'œil droit est normal. Par contre, on n'arrive pas à voir le pôle postérieur. Donc, on demande une échographie articulaire, et celle-ci va nous montrer la présence de fins échovitréens qui vont témoigner de l'inflammation postérieure et intermédiaire avec un décollement hyaloïdien. Donc là, les ophtalmos prescrivent l'écholir, et nous, en parallèle, on met un bolus de méthylpred et des corticoïdes. On la revoit là tout récemment en avril 2021. Heureusement, elle a bien récupéré et elle a des arthrites séquelaires. Certainement, c'est les corticoïdes qui ont fait du bien aux arthrites. Donc, je ne vais pas un peu répéter ce qu'a dit Bouchra. La seule chose, c'est que j'insiste sur l'arthrite asymptomatique quand vous avez des AJ oligo-articulaires. Donc, il faut systématiquement demander des examens ophtalmo, surtout les 5 premières années d'évolution, tous les 3 mois à la recherche d'uvéite. Et puis, les demander même en l'absence d'atteinte active, parce que ce ne sont pas des maladies parallèles.
Donc ça, c'est important. Et puis, donc, les facteurs de risque, elle en a parlé, donc je saute. Et rapidement, pour le traitement, quand on est au niveau des uveites antérieures, on peut se contenter de traiter localement. Et donc, ça sera des collyres, corticoïdes et du midriaticum pour garder le jeu pupillaire et éviter les synéchies iridocrystalliniennes. Quand vous êtes dans l'uvéite postérieure ou intermédiaire, là, l'indication se pose pour les traitements systémiques. Donc la corticothérapie avec la classique escalade thérapeutique, comme dans toutes les maladies inflammatoires. Si ça ne marche pas, vous avez des poussées fréquentes, vous êtes obligé de mettre beaucoup de corticoïdes, et bien vous allez passer aux immunosuppresseurs. Le seul immunosuppresseur aujourd'hui qui a des preuves d'évidence de son efficacité, c'est le méthotrexate. Après les autres, nous on a l'habitude de donner de l'imurel, donc de l'azatioprine, d'autres donneront du MMF ou quoi. Et pour aller vers les biologiques en cas de résistance, et donc ce sera des anti-TNF cette fois-ci, et la molécule qui est la plus efficace, c'est l'adalimumab. Bien sûr, traitement anti-infectieux quand vous avez une cause infectieuse. Et puis, les injections intraoculaires vont être proposées par les ophtalmos pour faire de l'épargne cortisolique à chaque fois que vous avez une atteinte intermédiaire ou postérieure. Et juste pour conclure, alors ces uvéites, comme vous avez pu le voir, en fait, ce sont des pathologies qui peuvent être sévères dans le sens où elles mettent en jeu le pronostic quand même visuel, donc un pronostic fonctionnel, et c'est dramatique pour un petit enfant, d'une part, et d'autre part, elles illustrent parfaitement la collaboration entre des équipes d'ophtalmologie et des équipes donc d'internistes et de rhumatologues pédiatres, et en fait, on ne peut pas travailler sans ophtalmo, ils ne peuvent pas travailler sans nous, parce qu'ils ne connaissent pas ces médicaments, ils ne savent pas les manipuler. Et je vous remercie. J'ai pas fini, pardon. Juste une petite annonce qui me semble importante. Bouchra et moi-même sommes ravis de vous annoncer que nous avons pu créer la Société marocaine de médecine interne et rhumatologie pédiatrique. Et juste pour annoncer notre premier webinaire qui va avoir lieu, Inch'Allah, le mercredi 26 mai, donc la semaine prochaine, entre 18h et 19h30. Soyez nombreux, s'il vous plaît, à y participer. Merci Madame le professeur. J'ai une deuxième annonce, je suis désolée. Il y a plein de choses qui se sont passées en rhumatologie pédiatrique cette année, grâce au Covid. Et en fait, je voudrais également annoncer le premier congrès africain de rhumatologie pédiatrique qui va avoir lieu complètement virtuel. Il y a un très beau programme pour les gens qui sont intéressés. Et encouragez l'Afrique, s'il vous plaît. Merci. Merci Madame le professeur Bouayed pour son excellent exposé concernant cette pathologie ophtalmologique. En tous les cas, dans notre pratique quotidienne, nous recevons ces malades soit à partir des ophtalmos, ou bien lorsqu'on fait dépister systématiquement l'uvéite au cours des maladies rhumatismales chroniques. C'est ça, Madame Chkal. Alors, s'il y a des questions. Alors, s'il n'y a pas de questions, on a... Oui. Madame Chkal. Effectivement, on reçoit beaucoup ces cas du VIH, soit via nos collègues ophtalmos avec lesquels on travaille en collaboration, soit à titre de dépistage, notamment dans les oligo-arthrites. Juste une chose que je voudrais souligner, c'est d'éviter, s'il vous plaît, pour mes amis pédiatres, d'utiliser la corticothérapie en première intention, parce que vraiment, ça nous permet d'inhiber notre enquête étiologique et par la suite, on ne sait pas qu'est-ce qu'on traite. Si c'est une infection, elle va être aggravée. Si c'est une néoplasie, ça va être masqué. Et ça ne traite, ça peut freiner une maladie inflammatoire, mais sans forcément la traiter. Voilà. Je peux poser vous juste un commentaire, Monsieur Ben Sabila? Je suis là. Je peux? Donc moi, c'est juste par rapport aux deux communications, à vrai dire. Et je salue mes deux collègues, surtout la collègue de Casablanca qui a parlé du cas qui a été le diagnostic de Mickey. Donc moi, chaque fois que Bouchra disait quel est le diagnostic, j'étais avec Abqari en train de dire c'est une Mickey. Donc c'est un peu les mêmes cas. Et on aura les mêmes messages à donner. C'est-à-dire que avant de se dire on est dans telle ou telle situation, il faut essayer de poser le bon diagnostic pour pouvoir justement sauver le patient. Et souvent, là maintenant, j'ai un cas, c'est exactement le même qu'a présenté la collègue.
qui a une Mickey. Il a les 2 yeux qui sont atteints. Il est en précécité. Et là, ça fait mal au cœur parce qu'on a beau traiter et sauver sur le plan digestif, il y a l'atteinte oculaire qui est là et qui n'est pas régressive. D'accord, c'était le message et c'est un peu dans le même sens. Il faut toujours essayer de collaborer, de staffer et de faire les bons diagnostics et de ne pas rester enfermé dans les cas. Merci. Merci, Madame Ragni. Alors,